Neymar, j'ai un peu l'impression, j'espère que je me trompe, qu'il s'en fout. Et même, il y a un truc qui me fait presque de la peine pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il gâche presque ses meilleures années en étant dans un club qui ne le fait pas plus vibrer que ça, uniquement pour des considérations extrasportives. Et je trouve ça dommage quand on a un talent comme le sien. Coucou, c'est Mehdi Maizi pour mon tier list JQ. Alors, Mathieu Bodmer, pour moi, est un joueur extraordinaire, mais je suis fan de Bodmer. Et pour moi, Bodmer, c'est vraiment un profil parfait parce que c'est vraiment le mec trop fort techniquement. Mais bon, il y a autre chose qui vient. C'est comme Gascogne, tu vois. C'est notre Gascogne un peu. Zlatan Ibrahimovic, moi, c'est un joueur qui me fascine parce que c'est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire une confiance en soi inébranlable, l'impression de pouvoir marcher sur le monde même quand il est dans un mauvais jour. Et puis c'est une longévité aussi. Je trouve, une fois j'en parlais avec mon meilleur ami, je trouve qu'il y a un parallèle assez fou qu'on peut faire entre Booba et Zlatan, tu vois. Dans le côté, les mecs sont encore là et te disent encore qu'ils sont les numéros 1, même s'ils sont, on ne sait pas s'ils le sont ou pas, mais peu importe, ils en sont tellement convaincus que les gens y croient, et puis ils continuent à être performants, ils continuent à lui apporter encore un club sur ses épaules. Donc c'est un très très grand sportif. J'ai pas vu beaucoup de joueurs comme ça en fait, de joueurs aussi impressionnants techniquement et physiquement. Je trouve qu'il est allié, voilà, pour moi c'est incroyable. Et ces années au PSG, j'ai pas raté un seul match je crois. Du PSG, c'était magnifique parce qu'il a marché sur la Ligue 1 quoi. Je le mets en GOAT immédiatement, légende. Ronaldinho, le football, hein. Ça c'est le football, hein. Qu'est-ce que tu, je sais pas, extraordinaire. En plus, on a encore un joueur qu'on a eu la chance de voir à Paris, même si c'était compliqué, parce que je pense que quand les Brésiliens arrivent à Paris, ils veulent beaucoup faire la fête. C'est un peu le joueur brésilien par excellence. C'est le cliché du joueur brésilien, le mec qu'on imagine jouer sur la plage en souriant et en faisant un geste technique, bah, c'était lui, sauf qu'il le faisait au Camp Nou devant les plus grandes équipes du monde. Donc c'était un cliché ambulant, mais un beau cliché. Non, je suis obligé de le mettre en GOAT. Je peux pas le mettre ailleurs qu'en GOAT. On va beaucoup trop m'insulter si je ne le mets pas là. Christophe Dugarry. Alors c'est cool qu'on parle de lui parce que moi j'ai bientôt 34 ans, bientôt 35 et c'est quand même un joueur, moi j'ai grandi avec cette équipe de France là. Et c'est un mec donc qui a fait partie de mon enfance, de mon adolescence et j'ai eu l'impression qu'on a dû composer avec Dugarry même malgré nous. Il y avait beaucoup de critiques à l'époque sur sa légitimité dans l'équipe de France. Aujourd'hui on se le tape encore en tant que consultant et des fois je me dis mais mec, n'oublie pas qu'on t'a vu jouer quoi. Et c'est un bon joueur, attention, hein. Franchement techniquement c'est un joueur extraordinaire. Mais et de son propre aveu, il lui manquait du mental, il lui manquait beaucoup de choses à ce niveau-là. Je pense que c'est un mec qui aurait pu aller bien plus haut que ça. C'est un peu un truc d'amour-haine. Et même en tant que consultant, il y a des fois, il m'insupporte, des fois, je me dis, ben, il y a quand même une culture foot qui est là, évidemment. Donc voilà, c'est quelqu'un, j'ai une relation un peu amour-haine avec lui. Il y avait une belle chevelure encore à l'époque. Lui, c'est tombé d'un coup, hein, la calvitie. C'est arrivé d'un coup. J'ai pas vu venir. Non, je suis obligé de le mettre en surcoté. Parce qu'on sait, je suis désolé c'est un cliché ce que je veux dire, mais on sait qu'il a joué en équipe de France parce que il servait des bons pastis à Zizou. David Ginola. Ça, c'est mes types de joueurs. Ça, c'est un joueur. C'est trop beau. C'est trop beau. Trop beau à avoir joué. Le joueur est magnifique. Premier souvenir avec lui, c'est la demi-finale PSG-Barcelone au Parc des Princes. Donc on gagne grâce à un but de Vincent Guérin, mais le match que Ginola a fait, il faut revoir ce match-là. Ça, c'est un perdant magnifique. Pour le coup. C'est un vrai perdant magnifique parce que c'est quelqu'un qui restait beau et digne même dans la défaite. Et regardez comment il porte le maillot Commodore et tout. Pour moi, c'est une légende vraiment du football français. Bah, Ginola, je vais le mettre en sous-côté. Je vais le mettre en sous-côté, Ginola. Moi, je suis un grand amoureux des numéros 10, mais au sens où le numéro 10 un peu à l'ancienne, quoi. Tu vois, sans être un vieux con du foot. Hein. Ouais, moi, j'aime bien les joueurs un peu à l'ancienne, un peu lent, très technique. Pardon, Riquelme à fond. Et j'aime bien aussi les perdants magnifiques, tu vois. Les mecs trop forts, mais genre Recoba. Ouais. Alvaro Recoba. Tu vois, ces joueurs très sud-américains, très latins, mais évidemment Zidane, parce que aussi ma génération, on a grandi avec ça. Donc pour nous, un numéro 10, c'était ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand tu vois Zidane, après, tu peux tirer le fil et te rendre compte que c'est l'enfant de plein de numéro 10 un peu à l'ancienne, justement. Neymar! Bon, c'est un génie, enfin, c'est un surdoué du football, mais pareil, c'est un cliché de le dire. Mais moi, c'est un joueur avec lequel j'ai pas énormément d'affect. Autant j'ai énormément d'affect avec Zlatan, alors que c'est pas non plus quelqu'un qui a témoigné beaucoup d'amour au Paris Saint-Germain. Neymar, j'ai un peu l'impression, j'espère que je me trompe, qu'il s'en fout. Et même, il y a un truc qui me fait presque de la peine pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il gâche presque ses meilleures années en étant dans un club qui ne le fait pas plus vibrer que ça. Uniquement pour des considérations extrasportives. Et je trouve ça dommage quand on a un talent comme le sien. Il y a quelqu'un ici qui m'a forcé à le mettre en surcoté. Je vais le mettre en surcoté alors, parce que je veux revenir chez JQ. Non, mais je le mets en surcoté pour les raisons que j'ai données, parce que
c'est un peu abusé parce que c'est un joueur qui est prodigieux, mais c'est pas que de la technique le foot en fait, c'est aussi de l'engagement, c'est aussi voilà, et moi je trouve qu'il répond pas toujours présent comme il devrait, et puis surtout il apparaît de la remontada, et ça c'est impardonnable. Rai, une légende comme Rai sur le terrain, comme disait PNL, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du PSG. De ce que j'ai vu, c'est la légende ultime du Paris Saint-Germain pour moi. Une fidélité incroyable. Il a fait beaucoup pour le Paris Saint-Germain à un moment où c'était pas cool d'être à Paris quand il y arrive. Première année compliquée, joueur magnifique et aussi magnifique parce qu'à l'époque où il était au PSG, il aurait pu jouer au Real, il aurait pu jouer au Milan AC, mais il était à Paris. Et ça, je trouve ça beau parce que le Paris de l'époque jouait pas les premières, était même pas champion déjà de France, allait en Champions League, mais c'était pas non plus voilà. Donc c'est des gens qui ont contribué vraiment à faire ce qu'est le PSG aujourd'hui, c'est-à-dire à créer une première crédibilité européenne. C'est toujours important de savoir d'où on vient. Et le foot n'a pas commencé en 2012, le rap n'a pas commencé en 2015, et voilà. Et Rai, important. Je ne vais pas le mettre en GOAT, mais je vais le mettre en très bon joueur Rai pour les raisons que j'ai citées. Memphis Depay, très bon joueur, rappeur, ok. Franchement, il se débrouille, hein. Il se débrouille bien en rap. Pour moi, ça fait partie de ces nouveaux profils de joueurs, un peu dans la veine des Ronaldo, etc. C'est un autre football qui est très rapide, qui va beaucoup plus vite qu'avant, etc. Et c'est parfois très agréable à voir et à observer, mais c'est pas le football que j'adore regarder. Et pour moi, il est un peu emblématique de ça. Je vais le mettre entre correct et très bon joueur. N'Golo Kanté. C'est dur de ne pas penser à Makelele quand on voit Kanté, parce qu'on le voit avec le maillot bleu, etc. Il est à Chelsea comme Makelele a été à Chelsea, etc. Donc il y a un peu un parallèle. Et moi, Makelele est un joueur que j'adore et qui a énormément marqué le football européen, et Kanté est en train de le faire. Les gens qui sont en train de parler de Kanté Ballon d'Or, vous savez très bien que ça n'arrivera pas. Parce que on préfère voter pour Ronaldo ou Messi, c'est comme ça, depuis 10 ans maintenant. Il est trop tôt pour le mettre en GOAT, mais on va le mettre en très bon joueur. Et je vais pas le mettre en sous-côté parce que je crois que là, tout le monde est en train de se rendre compte que c'est un très 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 grand joueur. Karim Benzema. Il n'y a que des grands joueurs depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas mis trop de douille. C'est cool parce que c'est quelqu'un qu'on a vraiment vu grandir, vu évoluer depuis son arrivée à Lyon. Je me souviens que quand je le vois à Lyon, je me dis putain, il y a du R9. Il y a vraiment du Ronaldo. Je me souviens d'un match de Lyon contre Manchester et sa manière de perforer les défenses, son toucher de balle, je pensais beaucoup à R9 et je pense qu'il a dû regarder R9. Aujourd'hui, je pense plus à R9. Je trouve que maintenant, ça y est, Benzema, il y a un style Benzema en fait. Il s'est complètement accompli. Et c'est aussi cool parce qu'il a 34 ans, il va avoir 34 ans, il est à son prime. Et historiquement, c'était un attaquant, son prime il était à 28-29 ans. Donc c'est aussi un bon exemple de longévité. Pour moi maintenant, là, il joue pour sa légende. Là, l'Euro qui arrive, c'est pour lui et sa propre légende, quoi. C'est-à-dire que partir, parce que c'est sûrement sa dernière grande compétition internationale, s'il pouvait partir de la plus belle des manières, je pense que tout le monde serait réconcilié avec lui. Je vais mettre en sous-côté, mais uniquement par rapport à la vision que la France a de lui et que la France a eu de lui ces dernières années. Je le mets là parce que déjà, j'adorerais voir Gignola et Benzema jouer ensemble. Putain, ça, ce serait beau, ça. Erling Haaland, un monstre. Alors ça, lui, c'est pas une chose. Non, mais c'est parce que pour moi, c'est un monstre, en fait. C'est vraiment, il me fait peur, il me terrifie. D'un côté, il a l'air super gentil, mais il me terrifie physiquement. Il m'a beaucoup énervé l'année dernière contre le Paris Saint-Germain, à narguer les Parisiens. Donc j'ai encore un peu de mal à parler de lui. Il fait peur physiquement, parce que t'as l'impression que c'est un bébé qui va te marcher dessus. Tu vois, c'est très très bizarre. Non mais c'est vraiment ce qu'il représente en fait. C'est vrai qu'il y a un côté un peu mignon mais terrifiant quoi. Un peu comme vous, ouais, c'est vrai. Très bon joueur, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Basile Boli. Déjà pour moi, c'est terrible ce que je veux dire, mais pour moi c'est d'abord passement de jambe de Doc Gynéco, puisqu'on l'entend au début du morceau. Ensuite, c'est quand même, je dois le reconnaître, un but extraordinaire contre le Paris Saint-Germain pour l'Olympique de Marseille. Il faut revoir ce but-là. La construction de ce but-là, elle est merveilleuse. Et puis c'est un but, hein. C'est quand même la seule Champions League que la France a remportée. C'est lui qui marque le but, quoi. Donc c'est évidemment une légende, mais c'est quelqu'un qui a été tellement méchant avec le Paris Saint-Germain. Il faut revoir les matchs de l'époque, en tout cas les images. Là aujourd'hui, les classicos Paris et Marseille, c'est rigolo. Mais les mecs, ils se foutaient sur la gueule. Il faut vraiment voir les matchs de 92-93. Ils allaient au combat. Il y avait une rivalité Paris-Marseille qui était réelle. Et Boli, pour moi, était un des plus
emblématique de ce truc-là, c'est que tu sentais qu'il allait au combat, vraiment. Et c'est un truc qu'on a perdu, peut-être tant mieux d'ailleurs. Hein. Correct. Là, on va le mettre. Bon, c'était un très bon joueur, mais je vais le mettre en correct. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Moi, je pense qu'il y avait mieux déjà en défense centrale à la même époque, notamment au Paris Saint-Germain, notamment Alain Roche, Nicolas Anelka. J'adore ce mec. Avec toutes les critiques qu'on peut faire contre lui, je le trouve extraordinaire. C'est un mec, moi, qui m'a vraiment fait vibrer. Et je suis. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression de comprendre ses choix de carrière en fait. Même s'ils sont parfois très bizarres. Quand il arrive au Real Madrid, j'avais l'impression de comprendre ce qu'il vivait. Ce truc en fait, il était assommé par une structure qui était bien plus grosse que lui, qui était en place depuis très longtemps. Et lui, en plus très jeune et très rebelle, a eu beaucoup de mal, je pense, à s'intégrer là-dedans. Je pense que sur papier, ça aurait pu marcher avec le Real Madrid, vraiment. Et d'ailleurs, la Ligue des Champions qu'il gagne cette année-là, elle est aussi grâce à lui, puisqu'il est très bon contre le Bayern Munich, il est très bon en finale contre Valence. Et c'est un joueur qui aussi a montré qu'il pouvait avoir le sens du sacrifice, justement à ce moment-là. J'ai très mal vécu, comme beaucoup de Français, évidemment, en 2010, c'est Naïsna. J'ai très mal vécu aussi le fait que lui était vu comme le coupable de tous les maux de l'équipe de France. On sait aujourd'hui que ça s'est pas passé comme ça. Il avait sûrement sa part de responsabilité, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc cette injustice-là, elle me dérange. Mais si on parle de football pur, c'est un avant-centre de très très grande qualité. Clairement sous-coté. Voilà. Oh là là, le trio d'attaque là. Ginola, Benzema, Anelka, les enfants maudits de l'équipe de France. Patrick Colletter. Voilà, mon Paris Saint-Germain, c'est celui-ci. Voilà, c'est José Cobos à droite, Patrick Colletter à gauche, Comboiré et Ricardo dans l'axe. C'est ça mon Paris Saint-Germain. Bah ouais, arrière gauche, hein. Arrière gauche, pas très, comment dire, pas très spectaculaire, mais très efficace, qui avait aussi un très gros bagage offensif, parce que Colletter, on pense que c'était un peu un bourrin à la Dimeco. Non, pas que. C'était un mec dur sur l'homme, mais c'était un mec qui techniquement était bon, très bon pied gauche. Tu sais, moi, j'ai commencé à regarder les foot avec cette équipe-là, du Paris Saint-Germain. Donc du coup, pendant longtemps, l'arrière-gauche, pour moi, c'était Patrick Colletter, quoi. Et José Cobos, c'était à ça que devait ressembler un arrière-gauche. Bon, après, j'ai découvert Roberto Carlos, j'ai vu que ça pouvait être autre chose, quand même. Mais pendant longtemps, en fait, tu sais, quand tu découvres un truc, je sais pas, ta première image, c'est celle qui forcément va un peu conditionner le reste. Correct, voilà. C'est vraiment un mec correct. Je pense qu'on peut pas plus incarner le joueur correct que Colletter. Pardon. Olivier Giroud, franchement, très bon avant-centre. Le débat Giroud en équipe de France, il est intéressant parce que j'ai l'impression qu'Aimé Jacquet, en tout cas en France, il a un peu, installé un truc ok, c'est pas forcément le meilleur joueur que je vais prendre, mais c'est le plus efficace dans un collectif. Ce qui était très compliqué à comprendre pour certains, mais c'est ce qu'il a fait, parce que là maintenant ça semble normal, mais en 96, ne pas prendre Cantona et Ginola, c'est de l'hérésie. Et c'est aussi un choix que fait Deschamps avec Giroud. Alors ouais, Giroud il marque pas en 2018, comme Guy Varche d'ailleurs ne marque pas en 98, mais il a marqué déjà beaucoup de buts pour l'équipe de France. Et puis ça marche bien dans ce collectif-là. En fait, j'aimerais bien le mettre en sous-côté, mais j'ai pas envie de niquer cette ligne-là, qui me semble assez parfaite. Donc je vais le mettre entre correct et très bon joueur, comme Memphis Depay, voilà. Kurzawa, petite anecdote d'ailleurs, je l'ai interviewé à l'époque pour OKLM, voilà, tout le monde s'en fout, mais je le dis. Bon arrière gauche, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu loupé un truc. On n'avait jamais vraiment eu un arrière gauche comme ça en équipe de France qui était capable de se projeter autant devant et d'être aussi un bon défenseur, d'avoir un bon bagage technique. Et puis j'ai l'impression, je sais pas, qu'avec les années, il peut-être il a un peu manqué de discipline. Un peu manqué de concentration aussi souvent dans les matchs, et que du coup il est capable de bourdes, d'erreurs. Pour moi, il y a mieux à son poste, même en France en fait, aujourd'hui, alors que j'aurais pas dit ça il y a 4-5 ans, où pour moi il était vraiment, il me semblait indispensable, que je vais mettre en surcoté. On avait de grands espoirs en lui. Voilà, c'était Mehdi Maizi, c'était ma tier list foot pour JQ, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, ne m'insultez pas trop pour Neymar ici, et vous avez vu, j'ai même pas parlé de Zidane.